Merci beaucoup d'être avec nous en duplex dans Bonsoir le Gard ce soir. Je vais donner tout de suite la parole à Coralie Mollaret qui va vous poser la première question et puis les débatteurs, nos fameux sociétaires qui sont avec nous, vous poseront chacun une question aussi dans quelques instants. Alors bonsoir Monsieur Ray, vous êtes l'un des rares élus En Marche, c'est précieux pour le parti, il n'y en a pas beaucoup. Quand et comment allez-vous commencer à faire la campagne du président Macron ? Je pense qu'on n'a jamais arrêté d'être en campagne. De toute façon, aujourd'hui, le président Emmanuel Macron je pense même globalement à l'avis de tout le monde, s'est très bien sorti de la crise sanitaire qu'on a traversée. Il y a un certain nombre de bilans sur lesquels on est tous fiers de pouvoir défendre. Et puis oui, à un moment donné, il faut être très clair. Et bien sûr que j'appelle à sa réélection, mais je ne l'ai jamais caché, et ça depuis sa première élection. Et donc, je suis en campagne d'un côté, et de l'autre côté, évidemment, je continue à travailler sur les affaires courantes, évidemment, de l'agglomération. Bon, il n'y a pas beaucoup de mystère sur cette deuxième question, mais on va quand même vous la poser parce qu'après la présidentielle, il y a les législatives. Le député de la 3e circonscription, donc Anthony Sellier, est-ce que pour vous, il a été un bon député et est-ce que vous lui apportez votre soutien à nouveau pour un deuxième mandat ? Mais non seulement ça a été un excellent député, mais en plus il y a une vraie cohérence. À partir du moment où on soutient Emmanuel Macron dans le cadre de sa réélection à l'élection présidentielle et qu'on appelle de ses voeux cette élection, il est évident qu'on soutient par là même la majorité et les élections législatives. L'inverse est vrai d'ailleurs. Quand on soutient Anthony Sellier, on soutient Emmanuel Macron, et quand on soutient Emmanuel Macron, on soutient Anthony Sellier puisque c'est de la même majorité. Je vais donner la parole tout de suite à l'un de nos sociétaires, c'est Johan Gilet, qui est avec nous sur le plateau et qui va vous poser une question tout de suite. Allez-y, monsieur Gilet. Oui, monsieur le président, bonsoir. Vous avez dit à l'instant être fier de soutenir Emmanuel Macron et être fier de son bilan. Ma question donc est la suivante. Comment être fier de son bilan alors même qu'il n'a pas tenu compte de l'avis des Français en matière d'immigration, qu'il n'a pas non plus pris en compte le besoin de moyens pour nos hôpitaux, pour la santé en général, puisque depuis le début de la crise, nous sommes à plus de 5000 fermetures de lits alors que nous sommes en pleine crise sanitaire. Comment être fier finalement de son action alors qu'il n'a pas tenu ses promesses ? On peut aussi prendre l'exemple de la démocratie, puisqu'il avait promis de la proportionnelle, il avait promis également une banque de la démocratie. Toutes ces promesses n'ont pas été tenues. Donc voilà, ma question est tout simplement comment pouvez-vous être fier de son bilan alors même qu'on a en face de nous un président dont les Français ont hâte de voir le départ ? Très bien. Écoutez, je pense que vous devez certainement confondre votre propre pensée avec celle des Français, et j'espère que pendant longtemps, ce sera deux choses qui seront assez différentes. Donc les Français sur l'immigration sont très clairs. Vous savez, Monsieur Gilet, je vous ai écouté, ça n'a pas été simple, parce que vous avez caricaturé, comme vous le faites certainement régulièrement, comme le fait régulièrement le Rassemblement national, et j'ai fait l'effort de vous écouter. Je suis sûr que vous pouvez prendre sur vous pendant 2 ou 3 minutes pour faire la même chose de mon côté. Donc une fois que vous aurez... C'est ça. Vous pouvez me couper régulièrement si vous le souhaitez, mais je pense que le plus simple, c'est peut-être d'écouter. Oui, je suis fier d'un gouvernement qui est à l'écoute réelle de ce qu'on peut dire. Jamais on a pu être à l'écoute avec des collectivités, de faire en sorte qu'on soit les dédoublements des CP dans les quartiers compliqués, de faire en sorte que depuis des années, j'entends qu'il faut supprimer la taxe d'habitation pour redonner du pouvoir d'achat. La taxe d'habitation a été supprimée. Aujourd'hui, c'est en train d'arriver dans les boîtes aux lettres pour des milliers de Français qui sont attentifs également à ce genre de promesses. Oui, les promesses ont été tenues. Oui, il est important de pouvoir aller dans la réforme. Ce que vous dites sur l'hôpital, vous imaginez que c'est de la responsabilité d'Emmanuel Macron qui est là depuis 5 ans. On hérite de décennies où il y a eu des choses qui ont conduit à la situation dans laquelle on est. Et depuis 5 ans, effectivement, il y a des choses qui ont été mises pour qu'on puisse pallier ces choses-là. Les fermetures que vous évoquez ne sont pas des fermetures dogmatiques. Ce sont des choses qui se sont composées et recomposées pour faire en sorte qu'on soit le pays européen le plus adapté, peut-être même au monde, qui a le mieux résisté à la manière dont ça s'était passé. Moi, je suis fier et heureux d'être français durant cette période, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans le système de soins. Bien sûr que c'est difficile pour tout le monde, mais je pense qu'on est loin de la caricature que vous en faites. Je vais donner la parole tout de suite à Coralie. Elle va vous poser une question plus locale. Alors on va parler de votre territoire et avec une thématique que vous connaissez bien. Thierry Allard aussi, notre journaliste de Bagnoles, la connaît bien puisqu'il s'agit de la gestion des déchets. Vous allez mettre en place l'an prochain la tarification incitative. En clair, les habitants vont payer pour ce qu'ils vont jeter. Est-ce que vous faites ça par souci d'économie ou d'écologie ?
d'écologie à 100%. Le problème n'est pas de savoir si il faut réaliser la tarification incitative, le tri sélectif, etc. Le débat n'est plus de savoir pourquoi. Le débat est de savoir comment et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait maintenant. Dans un pays où nous sommes très loin de la neutralité carbone, où nous sommes dans une situation méditerranéenne, ce qu'on vivait tous les 20 ans avec des épisodes pluvieux de 300 mm en 3 heures, on les vit tous les 15 jours aujourd'hui. Oui, le dérèglement climatique, il est là. Donc c'est important. Monsieur Ray, vous avez raison, il y a un souci écologique, mais on sait que sur le Garaudannien, vous avez un gros souci, puisqu'avant, vous envoyiez vos déchets en PACA. Aujourd'hui, c'est plus possible, vous êtes obligé de les enfouir. Forcément, l'atome a augmenté chez vous. On avait 2 petites questions. Est-ce que la première, déjà, avec la tarification incitative, ça n'a pas incité les gens à déposer leurs déchets dans la nature? Est-ce que ça n'a pas... On va pas avoir une hausse des dépôts sauvages. Et puis enfin, est-ce que sur le 2e incinérateur, le 2e four, est-ce que vous avez lâché l'affaire ou est-ce que vous comptez toujours en avoir un sur votre territoire? Moi, je ne suis pas marié avec un système, que ce soit l'incinérateur ou autre chose. Il faut qu'on mette tous nos fers au feu. Aujourd'hui, on est avec les Dromois sur du retri des ordures ménagères ultimes. On travaille avec nos amis vauclusiens. J'ai cru comprendre que la totalité de ceux qui s'occupent des ordures ménagères dans le Gard sont enfin sur la même longueur d'onde pour demander à la région de changer son schéma régional et de faire en sorte qu'on puisse nous autoriser à avoir des systèmes d'exutoire pour éviter le système de monopole qui nous étrangle et qui nous tue tous. Et donc effectivement, on demande de plus en plus de choses aux citoyens, c'est sûr, d'être acteur de son écologie, d'être acteur de sa planète. Et en même temps, on a une seule entreprise qui est en situation quasiment de monopole, qui fait ce qu'il veut avec les prix. Nous, cette année, on va bientôt faire une décision modificative où on prend 6,5% d'augmentation et qui nous pose des soucis financiers très importants. Il est primordial que la région modifie son schéma régional pour nous permettre de trouver des solutions. Mais pas que, on pourrait en parler longtemps. On a bien compris. Je vais donner la parole tout de suite à notre de nos sociétaires, c'est Hugo Carlos, il représente le Parti communiste, il a une question pour vous. Alors je sais que le Parti communiste dans le Garaudannien vous interpelle régulièrement. Ma question est le fruit de leurs travaux et vous dites vouloir construire une agglomération de services sans avoir développé de projet structurant. Alors pour le mandat qui s'annonce, est-ce que vous allez développer un projet structurant et qu'est-ce qui va être? Est-ce que ça va être le musée Albert André? Est-ce que ça va être la piscine couverte? Ou est-ce que ça va être plutôt un hôtel communautaire où siégera votre agglomération? Je pense que le projet structurant, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les 650 000 tonnes équivalent CO2 qu'on produit et les 65 000 tonnes équivalent CO2 qu'on capte, on arrive à la neutralité carbone. Vous vous rendez compte de l'effort qui est devant nous? C'est-à-dire que dans toutes nos politiques publiques, il faut prendre en compte cela. Et l'agglomération de services, ce n'est pas un gros mot. Ça veut dire qu'on rend des services de la vie quotidienne. C'est les crèches, c'est les centres aérés. Et aujourd'hui, parce qu'on maille sur le territoire, monsieur, on a 17 juges la question d'Hugo, c'était pas tellement celle-là. C'était une réponse à la Macron, là. C'était plutôt de dire... La comparaison me flatte, je suis content. La piscine intercommunale, qu'en est-il? Est-ce que vous allez concrétiser ce projet? Si oui, ou à Bagnoles, à Laudun, ou est-ce que vous allez l'abandonner? La piscine, très concrètement. Aujourd'hui, je ne peux pas abandonner quelque chose qui n'existe pas. Il y a des piscines qui sont communales. Elle a fermé la piscine de Laudun. Oui, mais enfin, c'est pas l'agglomération qui l'a fermé, c'est la mairie qui l'a fermé, c'est pas l'agglomération. Aujourd'hui, l'agglomération est en train de travailler avec un groupe de travail pour savoir exactement combien il en faut, où il les faut et combien ça va coûter. Et une fois qu'on aura ces éléments de réponse, le conseil d'agglomération tranchera et fera ses choix à ce moment-là. Et sur le musée, c'était aussi une question d'Hugo. Est-ce que vous allez en créer un dans l'hôtel de ville de Bagnoles? Est-ce que vous allez le décentraliser? Parce que vous avez une belle collection apparemment à Bagnoles. Absolument. Dans le musée. On a une très belle collection, je vous invite à venir le visiter parce qu'il y a trop peu de visiteurs aujourd'hui qui viennent. On a du Picasso, on a des Marquet, on a du Renoir, on a une très très belle collection impressionniste. Et donc effectivement, aujourd'hui, cette question s'en est accaparée. On veut faire les investissements nécessaires. Le département et la commune continueront à assurer le fonctionnement, ce qui est le cas aujourd'hui. Et nous, on mettra l'investissement nécessaire. Ce qui n'est pas tranché, c'est effectivement... Mais vous allez le faire où, le musée? Il va rester dans la municipalité de Bagnoles et du coup, la municipalité va partir? Aujourd'hui, il y avait la possibilité de le faire sur la partie de ce qu'on appelle les Cèdres sur Bagnoles. C'est la partie qui a été choisie pour faire le nouveau musée. Et on a fait un comité de pilotage il y a quelques jours. Le nouveau musée, tel qu'il est prévu dans la dernière étude, est au-dessus de globalement 20 millions d'euros, 14 millions d'euros rien que pour le musée. Aujourd'hui, 14 millions d'euros rien que pour le musée, ça fera des frais de fonctionnement d'1,4 million que personne ne peut assumer. Donc du coup, il est demandé qu'on revoie la copie et dans les revoirs
parmi les possibilités pour avoir la copie, il y a non pas de le mettre dans l'hôtel de ville, il est déjà dans l'hôtel de ville, mais de faire en sorte que dans l'hôtel de ville, il y ait des investissements nécessaires pour pouvoir exposer la totalité de ces œuvres et de ces réserves qui sont très importantes. Allez, une toute dernière question, Jean-Christian Rey. Il y a un de nos sociétaires qui ne vous a pas posé de questions, c'est Nicolas Ferrière. Il est directeur de cabinet de quelqu'un que vous connaissez bien, Fabrice Verdier, au Pays d'Uzès. Je lui donne la parole tout de suite. Bonsoir Jean-Christian. Nico. Jean-Christian que je connais bien parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui quand j'étais à Bagnols-sur-Cèze. Une question qui m'intéresse concerne justement la place des collectivités territoriales et ce que toi, Jean-Christian, tu porterais auprès du président de la République, puisque tu veux porter son bilan, défendre son action et le soutenir, ce que tu porterais auprès de lui sur le besoin d'État dans nos territoires, l'équilibre territorial et en gros, est-ce qu'il faut plus ou moins d'État et quels sont nos besoins aujourd'hui, par exemple, dans une intercommunalité ? Je dirais qu'il y a plusieurs réponses. D'abord, je pense qu'il ne faut pas plus ni moins, il en faut mieux. Et aujourd'hui, l'épisode Covid a parfaitement montré le couple préfet-maire ou préfet-président qui fonctionne. Donc, il faut libérer les territoires. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin sur l'expérimentation. Il faut bannir ce qu'a été la loi Notré du précédent mandat où on a imposé des compétences sans aucune concertation. Ça, il faut le bannir et il faut laisser la liberté aux territoires d'impulser des choses, de travailler sur des projets et de faire en sorte que l'expérimentation soit possible. Et pour ça, il y a un moyen financier, c'est ma marotte depuis 30 ans, depuis 20 ans en tout cas, c'est de revoir le FNGIR. Le FNGIR qui a été bloqué à l'époque de la taxe professionnelle, qui rend exempt un certain nombre de territoires et qui rend richissime d'autres territoires. Donc il y a de la péréquation horizontale à faire en sorte pour mieux d'État et de laisser l'expérimentation se faire. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Garaudagnan. Merci à vous. Merci Jean-Christian Rey d'avoir été avec nous.